Bonjour, merci de nous retrouver pour une nouvelle session des Universités populaires du musée du Quai Branly-Jacques Chirac. Je suis Anna-Alix Coffey, j'ai été invitée à programmer cette session au nom de et suivant la philosophie de Something We Africans Got, la revue d'art et de pensée critique que j'ai fondée en 2017. La revue propose depuis le continent une perception de la richesse et de la perspective de l'Afrique et du monde noir à travers différents aspects de leur culture. Entre le 24 mars et le 16 juin, les 9 sessions de l'Université populaire pensées par Something We Africans Got seront l'occasion d'inviter le grand public à une introduction aux perspectives africaines, et ce, en quelques thèmes, parmi lesquels prospective, design, pensée critique, histoire, cinéma, philosophie, art contemporain, photographie, et ce soir, architecture. Il est important que les peuples prennent la parole pour raconter eux-mêmes leur histoire, de leur culture, de leur art. Il est aussi tout important de partager cette parole en dehors du cercle, d'investir et de faire nôtre toutes les scènes qui nous seront offertes, et surtout les plus prestigieuses. Je remercie Emmanuel Casarero, président du musée, d'accueillir ces sessions au sein de l'institution dans le théâtre Claude Lévi-Strauss. Aujourd'hui, exceptionnellement, nous parlons depuis Abidjan et depuis Lomé. Donc aujourd'hui, 19 mai, nous voici à la 5e de ces sessions d'Université populaire. Et après la prospective, le design, la pensée critique, l'histoire et le cinéma, j'ai voulu parler d'architecture, enfin du moins l'aborder. Architecture en Afrique, les enjeux d'un continent entre patrimoine et ultramodernité. Face aux enjeux démographiques et économiques qui se posent aux villes africaines en croissance rapide et désordonnée, opter pour une architecture durable pourrait constituer une solution adéquate. Avec les changements climatiques, l'aménagement de l'espace urbain représente un défi majeur. La nécessité d'un développement urbain durable est plus urgente en Afrique subsaharienne que partout ailleurs dans le monde. Comment avancer et préserver un patrimoine architectural des plus éclectiques et impressionnants? Pour en parler ce soir, j'ai voulu réunir l'architecte et anthropologue Sename Kofi, basé à Lomé, et d'où il va intervenir ce soir. Avec moi à Abidjan ici, les architectes Guillaume Kofi et Issa Diabaté. Et pour ceux qui connaissent Abidjan, nous sommes situés exactement à Cocody Danga. À l'issue de cette conversation, 30 minutes seront consacrées aux questions publiques dont je me ferai les relais. N'hésitez pas à les poser tout de suite. Et pour couper tout malentendu, il y a 3 Kofi ce soir, il n'y a aucun lien de parenté, c'est la conférence de Berlin qui agit. Bon, ok, donc je vais commencer avec monsieur Guillaume Kofi. Monsieur Kofi, vous êtes architecte, vous êtes fondateur de la firme ou holding, j'ai lu, qui nous accueille ce soir. Merci. Qu'est-ce qui vous évoque ce thème? Qu'est-ce que vous évoque ce thème? Mais c'est un thème qui est très vaste et très large, et qui suscite effectivement donc plusieurs réflexions et plusieurs interrogations. Quand on parle d'architecture en Afrique, il faut partir effectivement donc d'un support qui est relativement récent, donc qui est notre passé colonial, qui a permis effectivement donc de mettre les bases donc des villes africaines d'aujourd'hui, notamment donc je parlerai plus précisément donc de la ville d'Abidjan, qui a suscité justement donc ma vocation donc d'architecte dans un environnement du milieu des années 70 qui était déjà un environnement urbain par excellence et qui n'avait rien à envier aux villes sud-américaines qui ont vu effectivement éclore donc une certaine architecture moderne que l'on vit encore aujourd'hui et dont on vit aujourd'hui. Et donc cette période flamboyante donc des années 70 a trouvé ses bases donc sur la structuration de la ville coloniale, où on avait effectivement donc un centre-ville colonial qui était le centre qui constitue aujourd'hui le cœur donc du centre des affaires, qui est le plateau, avec des quartiers dits indigènes donc à l'époque coloniale, au nord à Djamé et au sud à Trècheville, et séparés donc de la ville coloniale par la lagune. Donc Abidjan, c'est
C'est un découpage lagunaire qui lui donne effectivement donc une caractéristique très forte. Et au niveau donc du centre de ce plateau, on a vu donc s'ériger donc au début des années 70 de grandes tours qui est effectivement sont le symbole donc d'Abidjan moderne jusqu'à aujourd'hui, avec donc certaines constructions emblématiques. À l'époque coloniale, déjà, il y avait effectivement des bâtiments emblématiques qui se sont érigés et qui constituent donc la trame urbaine centrale donc, de la ville d'Abidjan, avec donc le palais, le palais de la présidence qui a été érigé sur le site de l'ancien palais du gouverneur colonial, avec une foulée verte et qui constitue effectivement donc la trame centrale donc de ce quartier du plateau, avec un bâtiment emblématique également qui est aujourd'hui donc l'hôtel du district, mais qui était donc à l'époque l'hôtel de ville, donc la ville d'Abidjan, donc qui est le pouvoir donc local, donc décentralisé. Et un peu plus loin, nous avons donc le pouvoir judiciaire avec donc le palais de justice qui a été construit donc à la fin des années 40. À la fin des années 40. Et puis après donc ce pouvoir judiciaire, vous avez également donc cette fameuse cathédrale donc Notre-Dame donc du plateau qui constitue effectivement donc un peu le cœur donc du pouvoir spirituel. Donc cette trame urbaine donc c'est le centre donc de part et d'autre donc de cette avenue de la République. Nous avons effectivement donc le quartier des affaires qui s'est développé en allant donc en circulant vers la lagune avec donc ces fameux gratte-ciel qui constituent aujourd'hui une image très forte et puis parachevé donc au nord du plateau par donc l'érection donc de cette fameuse cité administrative qui a vu le jour donc au début des années 80. Par la suite, il est bon de noter que là, nous sommes au cœur donc, de la ville d'Abidjan, mais Abidjan s'étend sur un périmètre qui est très très vaste et 90% donc, de cette surface urbaine est occupée par de l'habitat. Et cet habitat est marqué essentiellement donc, par une structure héritée de la colonisation, donc au niveau des quartiers de Trècheville et d'Adjamé, 10 quartiers indigènes donc à l'époque coloniale, avec une trame comme à New York, une trame en damier, avec des parcelles de 400 mètres carrés, à peu près de 20 mètres sur 20, où justement s'est développé à l'époque ce qu'on appelait donc l'habitat de cour. Donc c'était un habitat collectif, mais à l'horizontale. Donc au sein donc de la même cour vivaient plusieurs familles. Voilà. Et malheureusement encore aujourd'hui, dans ce type d'habitat vivent près de 30% donc de la population abidjanaise. Parce que cet habitat de cour s'est également développé donc au niveau donc de certains quartiers spontanés, dits quartiers précaires, où effectivement donc ce mode de vie malheureusement perdure. Et à l'orée des années 70, avec ce que nous appelons nous architectes la vision nous fouette, on a vu effectivement s'ériger donc les premiers grands ensembles immobiliers qui sont caractéristiques donc effectivement donc des zones résidentielles donc d'Abidjan, à commencer par donc les 220 logements, le centre de Cocody, Yopougon, Port-Boué, Koumassi. Voilà donc les grands quartiers d'Abidjan. Et justement donc le développement donc de ces grands ensembles immobiliers a permis donc de loger de façon plus saine donc un certain nombre donc d'Ivoiriens de la classe moyenne, disons. Et ça a permis effectivement donc l'accès à des logements salubres, donc à
à des classes qui auraient eu du mal véritablement de façon individuelle à se loger de façon qualitative. Par la suite, avec la période des ajustements structurels, nous avons eu le désengagement de l'État par rapport à la production donc du logement pour du plus grand nombre. Et là, ça a été le désastre. Et on a vu effectivement la place a été faite à des promoteurs immobiliers qui n'avaient qui n'étaient pas de véritables professionnels donc de l'immobilier et qui ont développé des programmes qui ont commencé véritablement à gangréner et à dénaturer le paysage urbain. Donc c'est ce que nous subissons donc depuis donc la fin des années 80, donc avec ce mitage urbain caractérisé par des lotissements où effectivement sur des parcelles données, des non-professionnels érigent donc des lots à bâtir essentiellement et qui ont malheureusement gangréné donc l'environnement. Avec donc une ville qui croissait plus vite qu'on pouvait la penser, donc il n'y avait plus véritablement donc de planification urbaine. Et donc là, nous avons vu effectivement donc se développer un paysage donc de désolation, avec des quartiers qui ne sont pas véritablement rattachés au tissu urbain de base, avec de grosses problématiques donc de mobilité urbaine, donc les transports urbains qui ne vont pas au cœur donc d'un certain nombre de quartiers, et l'assainissement qui n'était pas planifié également a laissé place donc à ce paysage de désolation où effectivement pendant les saisons de pluie on voit donc d'énormes problèmes donc d'inondation. Aujourd'hui, face à ce constat, bien sûr, nous, architectes, nous sommes mobilisés et nous avons effectivement essayé donc de nous imposer comme interlocuteurs, donc face au pouvoir public, aux populations avec lesquelles effectivement nous essayons de dialoguer, pour pouvoir avoir une nouvelle démarche qui permettrait donc premièrement donc de renouer avec la planification urbaine, deuxièmement donc d'essayer de construire de façon plus durable en incitant donc les populations à habiter donc autrement et en mettant l'accent également donc sur une certaine densification donc du tissu urbain pour éviter effectivement l'étalage donc urbain et de concevoir donc des logements de nouvelle génération, d'un nouveau type, des logements où effectivement on partage en commun un certain nombre donc d'espaces, on vit de façon un peu plus dense, on partage en commun certains équipements, et notamment donc des espaces verts qui constituent donc au niveau des nouveaux projets que nous développons entre 40 et 60% effectivement donc de la surface au sol, en mettant l'accent effectivement donc sur des mobilités douces et favoriser également donc l'implantation donc de nouveaux cœurs donc de quartiers pour éviter justement donc de grands déplacements urbains qui sont le lot quotidien donc des villes africaines aux heures de pointe le matin quand on va au travail et le soir quand on rentre chez soi, avec donc ces grands déplacements de population. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous avons un quartier central, le quartier des affaires du plateau, vers lequel convergent effectivement toutes les populations périphériques. Et aujourd'hui, donc, la politique est d'avoir des cœurs de quartier. Un bon quartier, c'est un quartier qu'on habite, bien sûr, c'est un quartier où on travaille également, et c'est un quartier où on a ses loisirs. Et ce quartier-là doit être conçu de sorte à être connecté
justement on voit aujourd'hui avec l'avènement donc de la Covid-19 que même à Abidjan, on a appris à travailler donc depuis chez soi. Donc les espaces de travail vont pouvoir se transformer et donc les villes vont se transformer également donc suite donc au constat fait avec donc ces nouvelles donnes là. Donc nous au niveau de Kofi et Diabaté, nous avons une démarche. Issa pourra vous en parler plus largement tout à l'heure. Nous avons effectivement donc une nouvelle démarche pour permettre donc de construire des villes plus résilientes, des villes plus durables, des villes connectées, où la mobilité véritablement s'inscrit dans de nouvelles démarches. D'accord, merci beaucoup. Alors, entre-temps, tout à l'heure, j'étais un peu émue et je vais vous présenter correctement parce que j'avais perdu ma slide de biographie. Alors, c'était assez rapide. Donc, je disais, vous êtes le fondateur et le président du conseil d'administration de la holding Kofi et Diabaté. Vous êtes architecte DSA, donc ça veut dire que vous avez été à l'école d'architecture de Paris, école spéciale d'architecture de Paris. Et puis, vous avez une expérience de plus de 3 décennies en architecture. Et vous avez 35, alors 35 ans. D'accord, je ne voulais pas vous vieillir. 35 ans. Et ça y est, ça fonctionne maintenant. OK, on ne voyait pas et maintenant on vous voit. Nous sommes très heureux, tout va bien. Très bien, et j'en perds dans mes notes. Et vous êtes associé avec Monsieur Diabaté qui est ici. Et au cœur de votre démarche, c'est l'ambition de fédérer un réseau de compétences autour des métiers de l'acte de bâtir et de créer un processus d'émulation pour une véritable transformation du paysage urbain et social. Mais on l'aura compris dans tout ce que vous avez dit. Donc, excusez-moi de vous avoir présenté un peu rapidement tout à l'heure. Voilà. Donc, on va passer à un autre Kofi, mais il est à Lomé cette fois-ci, c'est Sénamé Kofi. Est-ce qu'on peut vous voir? Alors, excusez-moi, pardon, il y a un petit réglage à faire et voilà. Je ne sais pas, on n'a toujours pas retour de Sénamé. J'espère qu'il est avec nous. Bon, je vais le présenter. Donc, vous êtes designer, architecte, anthropologue. Vous êtes formé, bon, au moins on va vous imager, donc on voit que ça fonctionne. Vous êtes formé à Paris, au Créapol, plus tard le design, pour le design industriel, pardon, ESA pour la Villette et le HESS, donc École des hautes études de sciences sociales pour les sciences humaines. Vous avez manifesté très tôt un intérêt pour les matériaux dits locaux, notamment la terre crue. Vous êtes spécialiste des architectures vernaculaires africaines et vous êtes l'auteur de l'école Tamari, un complexe scolaire construit en technique mixte avec le savoir-faire des villageois en pays Tambernma. Vous me direz où c'est, s'il vous plaît. Donc, c'est au Togo, sur un site classé au patrimoine mondial du Nord Togo. Donc, vous avez été sélectionné par Hachim Sarkis, le commissaire de la 17e Biennale d'architecture de Venise, pour présenter une œuvre dans l'exposition centrale. Et vous êtes aussi un des pionniers de l'épopée digitale sur le continent, avec, dès 2012, une série d'initiatives dans le projet Smart City, et ce qui vous amène à intervenir dans de grandes conférences internationales pour porter la voix d'une Afrique inattendue, ancrée, et on peut aussi dire audacieuse. Donc, on vous écoute, Sénamé, mais on ne vous voit pas d'ici. Allô, vous m'entendez? Oui. Là, ça y est, ici. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci à Anna-Alix pour l'invitation. Merci au Quai Branly de nous accueillir. Alors, j'ai 10 minutes, hein, c'est ça? Oui, un peu plus, un peu moins, comme vous voulez. Oui. En fonction de l'inspiration. Bon, je vais juste essayer de partager avec vous quelques réflexions sur que m'inspire le thème de cet échange. Alors, moi, mon sujet, depuis toujours, c'est ce que j'appelle le néo-vernaculaire. Et je vais essayer de le défendre un peu en faisant quelque chose d'un peu radical, qui est que je vais faire un pont du passé au futur et ne pas trop évoquer ce qui s'est passé grosso modo depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui. Non pas que je trouve dans la modernité ou même la contemporanéité qu'il n'y ait rien à retenir,
Mais quand vous êtes en face de problèmes, des fois d'une ampleur assez inattendue et que vous êtes dans des impasses, vous pouvez très vite être tétanisé si vous mobilisez des sortes d'automatismes de pensée et de faire qui sont prescrits par le temps présent ou les développements qui sont récents, parce que ce qui est récent pèse d'un poids singulier quand vous décidez de projeter. Alors que quand vous faites abstraction du présent, entre guillemets, que vous vous en extrayez et que vous vous référez au passé qu'on maîtrise mieux, et où donc on peut légitimement puiser sereinement, que vous projetez un futur où vous êtes, en guillemets, là aussi, plus ou moins libre d'ouvrager comme vous voulez, et bien c'est une posture, ignorer les contingences du présent qui peut permettre de reconquérir une certaine liberté dans l'acte créatif. Alors, quand je parle de problèmes et d'impasses, de quoi il s'agit? Bon, vous savez tous, le continent fait face à une espèce d'emballement démographique qui nous inscrit dans un processus d'urbanisation assez inédit et qui risque de nous faire accueillir à l'échéance de 2050 un sixième de toute l'urbanité mondiale. Alors, est-ce que la décision ou les politiques ont pris conscience de cela? La réponse est globalement non, puisque en réponse à cette demande de ville, la chose a l'air d'être plutôt spontanée. C'est tout à la bétonisation et à l'artificialisation, alors que le poids d'un tel processus pour l'échelle où la ville va se déployer en Afrique devrait normalement alerter tout le monde. Il suffit de rappeler que la crise sanitaire que nous vivons en ce moment est potentiellement une crise un-urbanocène, dans le sens où c'est les agressions de l'homme contre le milieu dit naturel qui permet l'émergence de pathologies comme celle du coronavirus. Et donc, si l'Afrique s'inscrivait dans une urbanisation complètement débridée, il est tout à fait légitime d'imaginer que ce continent qui jusqu'ici avait une participation assez marginale à la pollution mondiale deviendrait en quelque sorte l'un des principaux incubateurs de crise sur le modèle de ce que nous vivons actuellement. Alors, sans compter tout le problème qui se poserait aux Africains même directement, puisque il ne semble pas qu'il y ait une vision pour la ville africaine de demain partagée par tous et qui soit mise en application. On ne sait toujours pas quel mode de vie on prescrit. On ne sait pas comment on veut que les gens se déplacent, interagissent. Et la norme, en tout cas la vision de développement, a l'air d'être plutôt entièrement pour de la transposition de modèles occidentaux. Donc, on va de plus en plus vers des sociétés très atomisées, avec des modes de vie frénétiques et beaucoup plus singulièrement des habitudes de consommation stéréotypées, elles aussi sur le modèle occidental. Donc, voici grosso modo le problème, qui est cette sorte d'absence de réflexion globale. Je n'ai pas vu qu'à l'Union africaine ou dans le cadre d'autres instances panafricaines, on pense et on essaie d'anticiper ce problème qui pointe pour le continent. Alors que les villes dont on parle, normalement, devraient en quelque sorte, par la force, nous amener à ce panafricanisme rêvé des pères fondateurs, puisque certaines de ces villes qui vont se créer d'ici 2050 seront à cheval sur plusieurs pays.
On parle, par exemple, d'une seule ville qui irait de Lagos à Abidjan. Et donc, malgré toute la bonne volonté et toute l'éthique que pourraient manifester des collègues tout à fait sérieux comme Koufi et Diabaté, si les initiatives sont éparses, ponctuelles, on n'arrivera pas à régler les enjeux qui sont à l'horizon. Et ce qu'il faudrait, c'est plutôt une espèce de révolution systémique pour prendre à bras le corps ce problème-là, une espèce de grand bouleversement dans la technique pour remettre au goût du jour des façons de faire la ville et de faire l'architecture qui soient plus éthiques et plus adaptées aux enjeux qui se proposent. Et là-dessus, j'aimerais prouver que le continent a déjà, par le passé, hébergé de telles révolutions. Et donc, je vais prendre juste deux grands exemples dans l'histoire pour illustrer cela. Pour le premier, je vais mobiliser la figure d'Imhotep. Donc, Imhotep est un très, très, très jeune savant, un enfant même, quand il arrive dans la cour du pharaon Djoser. Mais il séduit tout de suite Djoser parce que cet enfant lui propose de le rendre immortel, d'abord en s'attaquant à son corps, et Imhotep va développer toute une série de révolutions dans la médecine qui vont jeter les bases de la momification et qui vont le faire entrer dans le panthéon grec. Mais surtout, Imhotep va vouloir s'attaquer à l'âme de Pharaon et il va imaginer un concept pour que l'âme de Pharaon, lui aussi, traverse le temps et reste éternellement. Et qu'est-ce qu'il trouve comme solution pour cela? Eh bien, de créer une sorte de grand escalier, d'escalier géant que l'âme pourra escalader pour monter, s'unir au soleil et redescendre régulièrement sur Terre à l'occasion notamment des jubilés des autres pharaons. Et donc, Imhotep va inventer l'architecture des pyramides. Mais il va faire cela en une vie d'homme. Et pour faire cela, il va déclencher une série de révolutions tout à fait extraordinaires parce qu'il faut imaginer que jusque-là, on construisait uniquement en boue et en bois. Et là, on parle d'architecture avec plusieurs dizaines de milliers de tonnes de pierre. Et donc, l'invention de l'architecture de pierre, peut-être même l'invention du béton avec une sorte de béton vert avec cette révolution d'Imhotep, mais surtout de grands bouleversements dans l'économie, dans la mathématique, dans les sciences sociales, puisque pour faire travailler les gens alors sur des chantiers d'une telle taille, vous imaginez qu'il a fallu refonder de fond en comble toute la société égyptienne de l'époque. Ceci pour dire que en une vie d'homme, parce que un architecte très 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 visionnaire et audacieux a rencontré un homme politique qui lui a donné des moyens illimités à sa vision, on a pu créer un basculement dont l'importance a été à dépasser même les limites d'un seul continent et est devenu une des plus grands gestes de l'architecture, peut-être même l'invention de l'architecture au sens d'une addition de concepts et de monumentalité. Alors, le deuxième exemple historique que je voudrais mobiliser, c'est l'invention du style soudanais avec ce fameux pèlerinage que fit le Mansan Cancan à la Mecque et tout le faste qu'il déploya lors de ce pèlerinage, puisqu'il paraît qu'il y est allé avec près de 60 000 hommes dans cette délégation, qu'il a distribué tellement d'or dans son escale au Caire qu'il a fait chuter le cours de l'or pour 15 années entières en ce lieu. Et bien, le Mansa, à son retour, a en quelque sorte ramené dans ses bagages un jeune architecte et poète, Abou As-Saïli de Cordoue, à qui il a demandé de révolutionner, là aussi, l'architecture d'alors. Et cette expérimentation a donné naissance à une des architectures qui, là aussi, a sublimé ce qui se faisait de façon traditionnelle et a permis de créer un des tout premières architectures vernaculaires, mais d'importance urbaine. Alors, il faut peut-être relativiser quelle a été réellement l'influence de Abou As-Saïli.
Cheikh Anta Diop, par exemple, je crois, dans Nation Nègre, nous invite à mitiger beaucoup cette paternité. Des cas, il s'est passé là parce que, encore une fois, un homme de pouvoir, l'homme le plus puissant de l'époque, a rencontré quelqu'un de visionnaire. Une autre révolution d'ampleur systémique dans la production d'une architecture ancrée, mais complètement adaptée à la fois aux envies de grandeur de Sa Majesté, mais aussi aux exigences de modernité de l'époque. Donc, je donne ces deux exemples pour dire que malheureusement, dans la situation où nous sommes aujourd'hui en Afrique, avec le vide de conscience dans la décision pour penser la métropolisation en cours généralisée du continent, nous ne pouvons que, nous autres architectes, nous remettre à ce genre de surgissement un peu brusque, un peu accidentel, et voir comment nous pourrions déclencher une nouvelle révolution à la Imhotep ou du genre du Soudanais. Alors, le premier problème que vous me poserez tout de suite, c'est qu'il n'y a peut-être plus de dirigeants du niveau de conscience ou d'intelligence du pharaon Djeser ou de l'empereur Cancan. Effectivement, on a plutôt aujourd'hui des sortes d'autocrates qui sont là que pour jouir le temps de leur règne ou même directement passer le flambeau à leurs enfants et qui ne sont pas dans l'inscription dans une vision généralisée. Et il n'y a peut-être pas non plus aussi aujourd'hui des architectes visionnaires, l'irruption d'architectes de génie sur le modèle d'Imhotep. Mais on pourrait imaginer qu'ils se coalisent des architectes qui aussi ont cette envie d'une radicalité de la modernité ancrée, en réaction à cette production un peu spontanée et débridée de la ville, et qu'ils se mettent en place aussi une sorte de convergence de ressources qui serait le pis-aller à l'absence d'hommes de pouvoir, de l'importance de Djoser ou de Kankan Moussa, et que cette rencontre permette de faire émerger un nouveau style africain sur le modèle des deux dont je viens de parler et qui pourrait être une réponse, la seule possible, éthique, à l'échelle pour les enjeux que nous devons adresser. Pour finir, j'aimerais ajouter que, évidemment, si même stratégiquement, on se met dans cette réflexion de rendre possible ce grand surgissement ou ce grand basculement, il faudrait identifier les ressources de notre temps et quelles technologies on pourrait mobiliser pour nourrir cette grande révolution. Et là-dessus, cela ne fait que 10 ans que j'essaie, moi, d'alerter sur le potentiel de l'impression 3D. Il me semble qu'il y a là, en tout cas il y a 10 ans encore, une technologie suffisamment ouverte, suffisamment distribuée, pour que si les praticiens africains, ou en tout cas une coalition de praticiens africains se l'appropriait, pourrait être un peu l'outil ou l'arme suprême qui nous donnerait les moyens de nos ambitions de créer une architecture d'un point de vue africain à l'échelle et adaptée aux réalités d'aujourd'hui. Et donc, pour que cela soit possible, il aurait fallu se dépêcher de s'approprier cette technologie parce que c'est quand les technologies sont en quelque sorte en travail qu'on peut encore en développer des formes qui soient les plus éthiques possibles avant qu'ils ne soient digérés en quelque sorte par le marché et recrachés dans des formes trop achevées pour qu'on puisse réellement les adapter aux besoins qui seraient les nôtres. Et là-dessus, les technologies d'impression 3D ont atteint désormais un niveau de prêt à consommer et je prophétise que dans pas très longtemps du tout, on commencera à imprimer beaucoup du bâtiment en Afrique. Et il y a là, pour finir, non seulement parce que on pourrait s'approprier ces technologies
et les utiliser de façon à développer une architecture de la Terre qui respecte les fondamentaux de la Terre, qui est que la Terre est partout distribuée, tout le monde peut se l'approprier. Mais il y a aussi un gros potentiel dans l'impression 3D de nous ramener vers les formes traditionnelles. Toutes ces formes massives en courbe qui sont perdues aujourd'hui dans le style dit international, qui sont vendus par les lobbies ciment notamment. Voilà. Cette petite réflexion que j'aurais voulu partager avec vous en introduction. Je vous remercie. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Senamé. Donc, notre troisième intervenant ce soir, c'est Monsieur Issa Diabaté. Donc, vous êtes directeur général de Kofi Diabaté, où nous sommes encore, je le rappelle, ici à Abidjan. Vous êtes donc cofondateur de Kofi Diabaté Group. Vous êtes titulaire d'un diplôme, d'un master en architecture de Yale aux États-Unis. Vous êtes très engagé sur les problématiques urbaines en Afrique. Vous avez participé à un certain nombre d'initiatives participant elles-mêmes à la mutation du contexte urbain local, notamment à travers des projets de mentorat de jeunes architectes. Et votre objectif apparemment, c'est de mettre en lumière ces solutions créatives nécessaires à la construction de villes africaines de demain, telles qu'appliquées dans la démarche donc, de Kofi Diabaté. Vous êtes membre de l'Ordre de l'architecte de Côte d'Ivoire, comme Monsieur Kofi, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, bien entendu. Et vous évoluez également dans le monde du design. On a des très jolies chaises qu'on peut peut-être encore acquérir, notamment pour les plus chanceux, une collaboration avec Ikea qui a eu beaucoup de succès il y a 2 ou 3 ans. Un an, c'est tout, c'est tout. Oui. 1 an et demi, d'accord, ok. Je pensais que c'était plus long que ça. Très bien. Et je vais vous demander que vous inspire le thème qui nous réunit ici ce soir. Voilà, à vous. Alors, merci Anna-Alix pour la présentation. Effectivement, c'est un thème qui nous parle beaucoup à Kofi Diabaté. Déjà, par rapport au contexte dans lequel on évolue, le contexte qui a été présenté par à la fois Guillaume et Senamé, donc qui est un contexte effectivement de forte explosion démographique, d'une faiblesse de la gouvernance en général, et donc qui est corroborée par une absence de vision urbaine. Donc dans un contexte comme celui-là, c'est vrai que on a bien décrit un petit peu la situation, mais je pense qu'il est important de pouvoir donner des ouvertures et des directions vers des solutions qui pourraient effectivement redresser les problématiques que l'on vit ici, notamment dans les pays africains, dans les pays d'Afrique de l'Ouest. Et ce que je remarque en général quand je fais une comparaison de différentes villes africaines, effectivement même avec des histoires différentes, avec des histoires indigènes différentes, des histoires coloniales différentes. Aujourd'hui, on retrouve une production de la ville qui se ressemble. Vous allez de Nairobi à Abidjan, vous avez plus ou moins les mêmes caractéristiques de ville dans les banlieues, de ville dans sa spontanéité, de ville dans la création de villes sans véritable plan urbain. Et je pense que ça, c'est intéressant à mettre en perspective, justement, dans une ville africaine 60 ans après la colonisation. Et donc, pour moi, qu'est-ce qu'il est important de faire ? Il est important de repenser, de partir de son contexte d'abord, avant de pouvoir penser la ville et avant de pouvoir se projeter dans la ville. Donc, le contexte, pour moi, il est décrit non seulement par ce dont je parlais tout à l'heure, donc la croissance démographique, mais également l'absence de gouvernance, mais aussi par l'absence de vision des architectes sur une ville, on va dire une ville concertée, une ville qui se développe de façon concertée, de façon intelligente. Aujourd'hui, il y a très très peu de vision d'architectes qui se projettent dans la ville de demain. À quoi doit ressembler Abidjan d'ici 10 ans? Très peu de gens ont une idée très claire. Et ce qui se passe dans beaucoup d'environnements, c'est qu'on fait plutôt de l'administration de ce qui existe. On essaye de recoller les morceaux. Donc, quand on regarde, par exemple, l'étalement urbain, quand on regarde la croissance démographique, quand on regarde où se développent les quartiers, on a l'impression que la ville se fait justement en courant derrière l'évolution spontanée du déploiement des populations sur l'espace urbain.
Et donc, ça pose un certain nombre de problématiques, notamment comment est-ce qu'on pense la ville? Comment est-ce qu'on va arriver à renouer avec une ville qui se développe de façon concertée? Aujourd'hui, il est assez difficile de voir comment, mais je pense qu'en réalité, il suffit juste de changer un petit peu les paradigmes de création de la ville. C'est vrai que la ville aujourd'hui est une ville dont on a hérité, donc un urbanisme à l'occidental dont on a hérité, qui est quelque part en confrontation avec la façon dont les gens vivent localement. Et il serait intéressant de voir comment effectivement réconcilier en fait ces polarités qui pour moi ne sont pas du tout incompatibles. Donc beaucoup sont inquiets par rapport à la croissance démographique. Moi je pense que c'est plutôt la façon dont on fait la ville qui doit intégrer la croissance démographique. Je ne pense pas qu'on va limiter les naissances dans nos géographies, mais je pense qu'il faut tout simplement penser à un urbanisme différemment. Je pense que, par exemple, la notion d'échelle est une notion très importante. Aujourd'hui, on fait de la ville un peu à l'occidental, donc c'est une ville qui reste quand même hyper centralisée, avec des réseaux qui sont hyper centralisés également, ce qui fait que quand la ville s'étend de façon spontanée, il est assez difficile de lui courir après, d'aller d'y amener des réseaux, d'y amener de la route, d'y amener de la mobilité. Et donc, ce qui fait qu'on subit quelque part un développement qui est un petit peu anarchique des villes. Alors que si on conçoit nos échelles différemment, c'est-à-dire que si on part sur des villes qui se font pas forcément de façon hyper centralisée, mais plutôt de façon éclatée, avec une gouvernance qui se retrouve à une échelle de ville que j'appelle, enfin, que l'on pense comme environnement urbain, mais humain, c'est-à-dire qu'une ville où on peut pouvoir on peut se mouvoir sans avoir à utiliser d'objets motorisés, une ville où on peut concevoir son alimentation en énergie différemment, une ville où on intègre la présence de la nature, où on intègre même la présence de l'agriculture urbaine, etc. On peut effectivement ne pas avoir à craindre la croissance démographique, ne pas avoir à craindre le fait que effectivement on se multiplie à partir du moment où on adopte véritablement une façon de construire la ville différente. C'est-à-dire qu'on doit toujours effectivement ramener une bonne dose de gouvernance locale. Et c'est en ça que j'aime bien faire le parallèle avec, par exemple, la façon dont sont administrés nos villages, nos environnements ruraux. Dans la plupart de nos villages traditionnels, effectivement, vous allez retrouver une centralité, une gouvernance qui est véritablement locale. Et quand vous avez un chef de village que tout le monde connaît dans le village, il est très peu probable qu'un désordre s'installe dans la façon dont on se déploie. Et je pense que ça serait intéressant de ramener des exemples comme cela dans la façon dont la ville se déploie. Donc, par exemple, au lieu d'avoir des quartiers comme, par exemple, quand on prend Abidjan et qu'on décrit Cocody, par exemple. Cocody est devenu énorme. Cocody est parti d'un noyau. Cocody, c'est un des premiers quartiers résidentiels post-indépendance avec une planification qui, pour moi, est exemplaire. C'est un quartier où on trouve tout type de population, donc depuis de l'habitat de cour jusqu'à de l'habitat de luxe avec des équipements hôteliers, des équipements d'éducation, des équipements médicaux. Mais tout ça rassemblé sur un périmètre qui est relativement contenu. Et aujourd'hui, Cocody reste quand même un des quartiers les plus attractifs de la ville d'Abidjan. Et je pense qu'on pourrait renouer avec un développement de ce type, c'est-à-dire qu'on identifierait une zone à échelle urbaine qui pourrait porter justement l'ADN de tous ces éléments-là, donc de la mobilité à proximité, de l'agriculture urbaine, et donc du coup, on éviterait un certain nombre de problématiques qu'on a aujourd'hui, notamment des problématiques de mobilité, des problématiques d'embouteillage, des problématiques de fourniture d'énergie, des problématiques d'approvisionnement en alimentation, des problématiques de traçabilité de ce qu'on mange, etc., etc. Problématiques d'assainissement. Si on conçoit la ville à une échelle effectivement qui est maîtrisable par quelque part une gouvernance locale. Et c'est un parallèle que je trouve intéressant parce que effectivement, vous avez mentionné tout à l'heure qu'avec un certain nombre de jeunes architectes, on a fait un petit peu d'exploration urbaine, notamment dans les quartiers dits précaires. Et ça a été une expérience pour nous assez édifiante. C'est-à-dire que c'est des quartiers où on est allé effectivement avec un certain nombre d'a priori, c'est-à-dire qu'on
avec la distance, justement, quand on regarde un quartier précaire, un architecte, la première des choses qu'il a envie de faire, c'est de le restructurer, donner quelque part un visage plaisant, mais plaisant pour qui? Plaisant pour l'architecte. Et donc, la première étape, c'était de faire un petit peu de participation et donc de parler aux populations locales qui vivent là en leur disant, nous, on aimerait bien restructurer votre environnement. Et la première réponse qu'on a eue a été assez intéressante. Ils nous ont dit, mais vous ne pouvez pas construire pour nous. Et donc, on était un petit peu interloqués en tant qu'architectes. Mais pourquoi est-ce qu'on ne peut pas construire pour vous? Et ils nous ont dit la chose suivante. Vous ne connaissez pas notre sociologie, vous ne connaissez pas notre culture, vous ne connaissez pas les techniques qu'on utilise pour construire notre habitat. Donc, il est très peu probable que vous ayez la bonne solution à notre habitat. Donc, ce qui nous a effectivement poussé un petit peu dans le retranchement, mais aussi, ça nous a permis une forme de remise en cause. Et la question suivante, c'est si nous ne sommes pas habilités effectivement à restructurer votre habitat, quel est notre rôle? Et ils nous ont répondu la chose suivante, votre rôle, c'est d'être un lien entre nous et l'État pour nous apporter de l'eau courante, pour nous apporter de l'assainissement, pour nous apporter de l'électricité, mais pas pour construire. Parce que la façon dont nous, on construit avec les moyens qu'on a, vous n'avez aucun moyen de pouvoir y arriver. Et effectivement, ça semblait un petit peu abstrait au début, mais une fois qu'on est rentré dans le quartier, on s'est rendu compte qu'il y avait une structure sociale extrêmement forte, avec des groupes, avec des chefs par ethnie, des chefs par pays, des chefs par zone, avec des associations de femmes, associations de jeunes, des gens qui font du compost, qui font de l'agriculture urbaine, et qui font un certain nombre de choses qui existent déjà à l'intérieur de ces environnements-là. On a même remarqué qu'il y avait des bureaux de notaires, des petites cliniques, et on a aussi eu le sentiment qu'il y avait une bonne partie de la population vivait là, pas par défaut, mais parce qu'elles retrouvaient une forme d'habitat ou de proximité avec les autres qu'elles avaient, par exemple, dans certains villages, et préféraient justement habiter dans ce type d'habitat plutôt que dans des quartiers peut-être plus structurés, mais peut-être moins gérés, moins organisés, avec plus d'agressions, avec plus de précarité, avec plus de désordre urbain, avec plus de laisser-aller dans l'environnement. Donc, je pense que nous, à Kofi et Diabaté, ça nous a poussé effectivement vers la réflexion vers des environnements urbains qui puissent être maîtrisés. Donc, avec une forme de gouvernance locale qui permettent effectivement de garantir quelque part un environnement sain, sans avoir à recréer effectivement la mégalopole, la grosse ville qui a besoin effectivement de raccorder tous les réseaux, de tout connecter. Et finalement, quand on regarde les capacités financières de nos États, on n'est pas forcément obligé de retomber dans ce même type de problématique où, effectivement, on le sait aujourd'hui, par exemple, à Abidjan, nous avons des problèmes d'électricité depuis quelques semaines, d'avoir à réinvestir d'énormes sommes dans un réseau qui va couvrir une mégalopole de 6, 7, voire 8 millions d'habitants. Donc, je pense qu'il faut peut-être réorienter la façon dont on pense nos villes, donc notamment par des environnements urbains maîtrisés, avec une mobilité qui est maîtrisée. On n'a pas forcément besoin d'objets motorisés, où on peut faire quasiment 80% des activités de son quotidien dans ces environnements-là. Et du coup, on n'aurait pas nécessairement à craindre le fait qu'il y ait une explosion démographique, parce que justement, si on arrive à une définition de ces cellules-là, il n'y a pas à craindre que ces cellules prolifèrent, surtout si elles intègrent effectivement des notions comme des notions qui respectent la nature, des notions qui respectent un certain pourcentage de verre, où on puisse garantir justement par l'absence d'objets motorisés une certaine qualité de l'air. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les nouvelles technologies, il y a des bonds énormes que nous pouvons faire justement dans la façon dont on construit nos villes. Par exemple, ramener la production d'énergie à un environnement, on va dire, humain maîtrisé, ça ne tient qu'à éventuellement créer un champ solaire, donc qui pourrait alimenter toute une zone.
et ne pas forcément être dans la crainte qu'une autorité centrale ait à avoir à maîtriser effectivement tous ces environnements-là. En revanche, l'autorité centrale doit permettre le déploiement cellulaire de ces espaces urbains avec un certain cadre donc qui peut être défini, mais en même temps, ça lui enlèverait un certain nombre de prérogatives, certes, mais de difficultés, où elle aurait peut-être un petit peu moins de pression vis-à-vis du déploiement de la ville et peut-être un petit peu plus de temps ou de moyens pour réfléchir justement ce grand cadre-là. D'accord, parfait. Merci. Merci. D'accord. Alors, je vais pouvoir poser ma première question. Merci à tous les trois d'avoir posé le propos comme ça, très intéressant. On va rester dans l'urbanisme pour le coup. La première de mes interrogations, c'était savoir, sans refaire l'historique, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Donc, il a apporté vous avez dit pas mal de choses déjà, chacun. Et ce qui est bien, c'est que vous êtes beaucoup sur l'exemple abidjanais, mais je sais que vous savez aussi, à l'échelle du continent, c'est différent parce que j'ai dit Afrique, bien entendu, c'est vaste, évidemment. Les exemples vont être différents d'un pays à l'autre. Et si vous pouvez peut-être donner chacun un exemple de ce qui fonctionne pas dans un pays donné et un exemple de ce qui fonctionne, qui serait peut-être un modèle ou peut-être pas, parce que par rapport à ce que vous avez dit aussi, il y a cette question de comment est-ce que les locaux, les autochtones pensent eux-mêmes la ville. Donc voilà. Alors, qui veut répondre? Je vais demander à Guillaume. Donc, qu'est-ce qui a fonctionné et qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Ce qui n'a pas fonctionné, c'est le manque de concertation, en fait, qui nous a amené effectivement à cette centralisation, effectivement, donc des décisions et de la planification. Effectivement, le rôle de l'État, ce serait effectivement de fluidifier un peu tout cela et de jouer un rôle de régulateur et de pouvoir sélectionner des acteurs qualifiés, effectivement, pour pouvoir organiser les choses pour mieux penser la ville, pour penser la ville autrement. J'ai une question dont je connais la réponse, mais est-ce que quand on construit à Abidjan, par exemple, parce que nous y sommes, on fait toujours appel à un urbaniste? L'architecte. Non, oui, il y a une question sur l'architecte, parce que je sais qu'on construit sans faire appel à l'architecte, donc à grande raison un urbaniste. Mais non, mais l'urbaniste à lui tout seul ne va pas résoudre tous les problèmes. Si l'urbaniste ne crée pas un cadre de dialogue avec les populations, il aura du mal véritablement à appréhender donc les véritables désirs donc des populations pour lesquelles il doit concevoir la ville avec l'architecte. Et donc, c'est définir vraiment le rôle de chacun et créer un véritable cadre de concertation pour pouvoir effectivement penser la vie à plusieurs têtes, à plusieurs mains. C'est une démarche qui est indispensable. Et l'État doit pouvoir effectivement jouer donc ce rôle de régulation. Les populations, à travers des associations, à travers des ONG, à travers un certain nombre de mécanismes associatifs, devraient pouvoir prendre part effectivement à ce débat-là, de sorte qu'au final, l'architecte ne soit véritablement que le porte-crayon effectivement donc des populations pour dessiner avec elles et pour elles donc la ville de demain. D'accord. Alors un exemple de ce qui a marché. Est-ce que vous avez un exemple en tête d'un endroit où l'urbanisme fonctionne à peu près par rapport à ce qui se passe en ce moment ou on n'a pas du tout en Afrique? Non, vous n'en avez pas? Non, d'accord. Il n'y en a même pas un. Alors on va demander à Lové, à Sénamé Kofi. Est-ce que je peux pas comprendre en fait. Ah, d'accord, ok. Bon, on va vous la reposer après. Alors, Sénamé, est-ce que vous avez un exemple? Je vais poser la question, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui ne fonctionne pas au niveau de l'architecture? Alors, j'ai dit Afrique c'est vaste, donc je sais qu'en fonction des différents pays, ça diffère, mais est-ce que vous avez un exemple d'un endroit en Afrique où ça fonctionne bien, ou est-ce que vous avez un exemple flagrant d'un endroit où ça ne fonctionne pas du tout? Bon, moi, j'ai l'habitude de dire que l'urbanisme, c'est comme la guerre. C'est une affaire suffisamment sérieuse pour qu'on ne la laisse pas uniquement entre les mains de ceux qui s'en prétendent les spécialistes.
Et donc, plus singulièrement en Afrique, et sur l'observation de ce qui était nos fondamentaux, on aurait pu imaginer plutôt un urbanisme, comment dire, de la convergence, dans le sens où, de fait, on voit dans beaucoup de nos villes qu'il y a un urbanisme dit spontané, qui est l'urbanisme de l'Africain de tous les jours, de la petite dame dans la rue qui installe son petit marché. Et il y a l'urbanisme réglementaire, officiel, top-down. Et parce qu'on est en réalité toujours inscrit dans des logiques mentales coloniales. La doxa pour le décideur a été d'écraser ou d'essayer d'écraser le spontané pour mettre en place de façon un peu maladroite ou même des fois pour ne rien mettre en place, mais seulement démissionner, des formes transposées d'urbanisme. Donc, il y a un problème qui est l'extraversion, c'est-à-dire qu'on considère que faire des bonnes villes, c'est faire des villes où il y a un supermarché à tous les coins de rue et où il y a du béton partout. Et donc, on n'a pas encore réellement fait une sorte d'état général, c'est à la mode en ce moment, de ce que devraient être les villes africaines pour développer une vision partagée. Et dans tous les cas, encore une fois, cette vision devra être une vision de la convergence où toute cette informalité, tout l'aspect spontané de l'urbanisme retrouverait sa place de contributeur à un niveau tout à fait sérieux parce que, et c'est la thèse que moi je défends, nous avons aujourd'hui des outils qui permettent à cette spontanéité de s'exprimer de façon sublime grâce au digital et à toutes les technologies distribuées qui matchent tout à fait avec les logiques de l'informel. D'accord, très bien, merci. Issa ? Alors, il y a des choses qui ont fonctionné, effectivement, mais dans un certain laps de temps. Je pense que les débuts d'Abidjan, je veux dire jusqu'au milieu des années 80, ce sont des exemples urbains qui ont pas mal fonctionné, qui semblaient avoir une direction. Je pense qu'à partir du milieu des années 80, effectivement, comme Guillaume le disait tout à l'heure, une fois que l'État a été obligé de se désengager de la planification urbaine, effectivement, tous ces exemples-là sont un petit peu tombés à l'eau. Il y a des choses qui fonctionnent, même dans nos environnements, on va dire, autochtones. Par exemple, la gouvernance villageoise est quelque chose qui a fonctionné jusqu'à un certain moment, jusqu'à ce qu'effectivement les environnements se modernisent où effectivement, aujourd'hui, on vit plutôt dans une structure de ville, on va dire, moderne ou contemporaine, où on va voir que la gouvernance est complètement atomisée une fois qu'on arrive en ville, alors qu'elle est fortement présente dans les espaces dits ruraux. Donc, il y a, en fait, je pense qu'on peut, en regardant un petit peu à gauche, à droite, voir des choses qui fonctionnent et éliminer les exemples qui ne fonctionnent pas. Je pense que même au-delà de l'urbanisme en architecture, c'est un petit peu pareil. Il y a, quand vous regardez les géographies locales, vous allez voir qu'au sud, l'habitat indigène fonctionne d'une certaine façon. Donc, par exemple, dans une zone tropicale où l'humidité est un vrai problème, vous allez voir que la plupart des habitats de la côte ont une forme de ventilation traversante, notamment quand ils construisent avec des lattes de ce qu'on appelle le bambou raffia mis bout à bout, qui n'est jamais étanche en fait, donc on n'accumule jamais d'humidité à l'intérieur. Et une fois que vous commencez à aller vers le nord, vous allez retrouver plutôt de la terre qui isole pour justement pallier aux écarts de température plus importants. Alors, il est tout à fait possible en fait de retransposer en fait ces logiques avec des constructions qui sont plutôt contemporaines. Donc c'est assez facile de faire de la ventilation traversante, c'est assez facile de faire de l'isolation. Pour moi, le matériau n'est pas nécessairement clé, mais plutôt le système. Donc c'est un petit peu, je veux dire qu'on peut extrapoler à partir de ces exemples-là
ça nous permettrait effectivement de repenser l'urbanisme, non seulement d'une façon complètement moderne, mais en gardant effectivement des principes de base qui sont des principes de bon sens. D'accord. Donc, on va redemander à... Mais justement, face à ce constat de choses qui fonctionnent, de ce qui ne fonctionne pas, nous, à Kofi et Diabaté, nous avons un peu pris le contre-pied de tout cela pour nous organiser un peu différemment, justement, pour renouer un peu avec le rôle historique de l'architecte chef d'orchestre, qui justement sert de fédérateur, donc à travers donc, des différentes compétences et différents métiers, et sert justement de lien pour dialoguer avec les populations, pour être à leur écoute, pour mieux prendre en compte effectivement donc leurs aspirations. Être à leur écoute, ça ne veut pas dire qu'on fait exactement ce qu'elles veulent, mais par contre, effectivement, nous avons la capacité de mieux les interpréter pour pouvoir anticiper même sur leurs besoins et leur offrir donc de nouveaux espaces donc, de vie. C'est ce que nous faisons à travers effectivement donc, nos chantiers d'expérimentation, notamment à Assigné, où nous avons un urbanisme de proximité, où à travers donc, de nouveaux quartiers, nous avons réussi à fédérer des populations et créer véritablement un véritable lien de voisinage qui a permis, sans l'aide de l'État, de rebâtir et de reconstruire donc une nouvelle urbanité, une notion de rue partagée avec la participation effective donc de chacun des habitants. C'est ce que nous explorons également, nous expérimentons également donc à travers nos programmes. Les programmes que nous développons, c'est ce qui nous a valu effectivement donc cette mutation de métier d'architecte à architecte bâtisseur, de sorte à pouvoir concevoir un habitat qui soit le plus adapté possible au nouveau code et mode de vie donc des populations africaines et principalement donc des populations abidjanaises notamment. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, partager un certain nombre de choses, effectivement de façon traditionnelle, on partageait des espaces, mais dans ce nouveau contexte urbain, comment effectivement transformer ce comportement rural qui est transposé donc dans un environnement urbain et pouvoir donc mieux le canaliser, j'allais dire le maîtriser, mais mieux le canaliser et le transformer en comportement positif. Ça, effectivement, notre architecture, à la fin, effectivement, donc de l'opération, c'est la résultante de toute cette conception et l'écoute. Donc, effectivement, donc, des populations. Bien sûr, après, ça se traduit par des formes, par des espaces qui sont aménagés. Et justement, cette démarche-là sert d'exemple, hein, de sorte que par cercle concentrique, on puisse réussir à influencer effectivement donc l'environnement. Et c'est une question d'échelle, comme disait Issa. On peut partir d'une échelle relativement petite pour pouvoir effectivement influencer et à terme, dans les 5, les 10 prochaines années, avoir effectivement une influence très positive sur l'environnement. Cela se voit également donc, à travers donc, notre petit laboratoire d'Assigné où les quelques exemples donc, d'architecture et d'urbanisme servent d'exemple donc, aux populations avec effectivement un effet donc, de mimétisme, de copie. Qu'elle soit bonne ou mauvaise, là n'est pas la question, mais effectivement, on commence véritablement à avoir une écriture locale, donc en termes d'urbanisme et d'architecture. Merci. J'entends parler d'architecture sahélienne. Je veux savoir qu'est-ce qu'on doit à l'architecture sahélienne, pardon. Qu'est-ce qu'il en reste maintenant et qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce que les architectes africains ont réussi à garder par rapport à ce qui se construit actuellement. Je vais commencer avec Senamé, si vous avez entendu la question. Senamé ? Oui. Ouais.
Tu veux dire architecture soudanaise, Annalise? Soudanaise sahélienne? Soudano-sahélienne, pardon. Les soudano-sahéliennes. Qu'est-ce qu'on lui doit? On lui doit en fait une des preuves dans l'histoire que cette chose un peu de la monumentalité, cette chose de la massivité un peu animiste africaine peut rentrer en ville et aussi s'exprimer à travers des bâtiments qui sont comment dire, aspirés avec de la verticalité, du rythme, etc., etc. Donc, ça a été une révolution à l'échelle dans ce qu'on pourrait appeler des architectures ou une architecture traditionnelle africaine, qui est une transition réussie pour de la culture constructive urbaine. Donc, c'est un exemple qu'on peut faire de l'urbain avec des systèmes constructifs anciens. Si on produit l'effort de leur réinterprétation et si on analyse bien son temps et quelles sont les exigences de son temps. D'accord. Soudano-sahélienne, pardon. Soudano-sahélienne. Alors, moi, je crois toujours fortement au contexte. Je pense que les architectures naissent du contexte non seulement climatique, environnemental, mais technologique. Et je pense que les écritures architecturales, comme par exemple l'architecture soudano-sahélienne, vient de là, principalement. C'est une architecture qui est née principalement dans le Sahel, où on utilise essentiellement de la terre pour construire avec une ossature en bois. Après, je ne suis pas sûr que c'est des exemples qui puissent se transposer, par exemple, en Afrique en Afrique tropicale, en milieu tropical humide, parce que justement, oui, exactement, c'est très régional, et non seulement dans son esthétique, mais également dans ses systèmes. En fait, il faut comprendre que si les gens à cette époque-là construisaient avec la terre de façon aussi massive, avec du bois, il y a effectivement tout un système par derrière, effectivement, qui répond à des contraintes non seulement climatiques, mais culturelles, etc. Donc, je pense effectivement que suivant l'environnement où on est, on va retrouver différents types d'architecture. Par exemple, quand on va dans le sud de l'Afrique, dans la zone du Grand Zimbabwe, on va retrouver plutôt des constructions faites en pierre. Et tout cela répond véritablement non seulement à la proximité des matériaux, mais également au climat et à l'environnement. Je pense aussi que dans les années 70-80, il y a eu pas mal, on va dire, de tentatives de réveiller un petit peu ce style soudano-sahélien. Mais pour moi, c'est des tentatives qui étaient essentiellement basées sur l'esthétique, sur la forme, et pas nécessairement sur l'intégration d'un système à son environnement. Donc, par exemple, donc les architectures soudano-sahéliennes ont un sens nettement plus fort en milieu sahélien et ne sont pas nécessairement transposables partout en Afrique, à moins qu'elles répondent nécessairement à des contextes climatiques ou technologiques. D'accord. Ça fait véritablement, enfin, quand on parle d'architecture soudano-sahélienne, effectivement, c'est quand on est dans la région donc, du Mali essentiellement et du Sénégal, où d'ailleurs c'est inscrit dans la loi, effectivement, que l'architecture sénégalaise est d'inspiration soudano-sahélienne. Mais bon, malheureusement, on constate tout cela aurait pu être pérennisé par une véritable réglementation qui va dans le détail pour pouvoir effectivement donc l'imposer comme architecture sahélienne. Mais heureusement ou malheureusement, quand on regarde effectivement le développement de Dakar aujourd'hui, on va plutôt vers une architecture internationale qu'une typologie soudano-sahélienne. Cela pose la véritable problématique effectivement donc des réglementations régionales. On reproche très souvent aux villes africaines de ne pas avoir donc de caractère propre à elles, en dehors effectivement donc
de paysages de désolation qu'on voit effectivement donc, du sud au nord donc, de l'Afrique. Mais quand on se retrouve donc, dans des environnements où on peut se permettre une architecture où il y a de l'argent pour pouvoir bâtir, il n'y a pas de typologie véritablement propre à ces régions-là. C'est une réflexion qu'il faudra probablement donc, mener. On parle très souvent aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que l'architecture africaine aujourd'hui? Elle est en train de s'écrire. À Abidjan, on voit bien effectivement qu'il y a une écriture qui commence à se développer. Maintenant, de là à pouvoir véritablement... Donc, quelle est-elle? Alors, je vous parce que c'est intéressant. Quelle est cette écriture qui commence à se développer à Abidjan, par exemple? Est-ce que je pourrais la qualifier avec un terme étymologique? C'est très difficile. C'est déjà en termes donc de taille donc de projet dans des quartiers hyper résidentiels. On avait donc de très grandes parcelles, donc de 2000 mètres carrés, sur lesquelles on bâtissait de grandes demeures. Aujourd'hui, à Abidjan, ce n'est plus le cas. Et nous avons contribué également donc à redéfinir un peu donc ce genre de choses, parce que compte tenu de la spéculation foncière, il fallait commencer à densifier et à construire donc sur des parcelles beaucoup plus petites et réapprendre aux gens donc à habiter plus utile, en hauteur, pour partager des espaces, pour préserver des espaces verts en commun, pour préserver des espaces également donc pour la culture urbaine, pourquoi pas. Tout cela est en train effectivement donc de modeler donc l'architecture à Abidjan. On pourra en reparler dans une dizaine d'années pour pouvoir mieux la qualifier, je pense. Est-ce que ça me donne envie de poser la question? Est-ce qu'il y a vous voyez une écriture architecturale à Lomé, au Togo ou ailleurs, par ailleurs? Je ne veux pas pour cantonner à votre pays, Sénamé. C'est quelque chose que vous avez vu, ça, l'écriture architecturale? Non, il n'y a pas d'écriture architecturale. Il y a quelque chose qui est un peu baroque. C'est une sorte d'inculture architecturale qui est une addition de choses éparses qu'on ne pourrait pas appeler un style. Et ce qui est problématique, c'est que cela se passe dans une ville où il y a la plus grande école d'architecture entre guillemets du continent, puisqu'il s'agit d'une école panafricaine, et donc tous les Béninois, les Gabonais, les Congolais, les Burkinabés, tous les architectes de ces pays se font former à Lomé, ce qui veut dire qu'on voudrait lancer réellement un style à l'échelle de l'Afrique et impulser une éthique. On a l'outil idéal pour le faire. Et on y échoue en commençant par Lomé, et ce n'est pas, il me semble, un problème des étudiants, puisque c'est les meilleurs qui y vont. C'est une école où on rentre sur concours. Donc, c'est un problème de l'école, de sa pédagogie, de sa culture d'enseignement qu'elle doit revoir pour vraiment faire des architectes suffisamment audacieux et qui ne se contentent pas d'annoncer les opinions de leurs profs. Je pose la question aussi parce qu'il me fait un pan. Je vais partir de parler de l'éducation, mais je vous laisse répondre. Donc, par rapport à l'éducation, et donc l'école de Lomé ou en général? On allait parler de l'écriture, vous terminez sur l'écriture architecturale. Oui. OK. Alors, vous voulez intervenir? Oui, donc par rapport à l'écriture, notamment par rapport à l'écriture soudano-sahélienne, il y a quand même l'exemple de Ouagadougou qui est intéressant, où effectivement, c'est probablement l'une des villes en Afrique de l'Ouest où on sent véritablement l'implantation du style soudano-sahélien et de réinterprétation de ce style dans pas mal de bâtiments. Donc ça, alors c'est vrai que c'est pas une architecture qu'on peut transposer partout. Je ne pense pas que cette architecture serait adaptée, par exemple, à Abidjan ou à Lomé, mais il est intéressant de voir que au niveau couleur, au niveau
forme, au niveau échelle, il y a déjà une intention sur Ouaga d'imposer quand même une forme de personnalité. Ouaga et Abidjan, c'est deux écritures véritablement complètement différentes. Ouaga continue actuellement à garder cette ligne-là dans l'architecture. Oui, Ouagadougou continue de garder cette ligne. Il y a une volonté qu'ils construisent de garder la même, la même ligne dans les constructions. Je veux parler d'Haussmann, pardon, pour moi, ivoiro-parisienne, qui pense à Paris. Et là, est-ce que c'est ce qui existe actuellement, ou quand on va à Casa, toutes les maisons sont plutôt à peu près identiques, il y a une espèce d'harmonie qu'il n'y a pas, par exemple, à Dakar, qu'il y a au plateau, parce qu'il y a des buildings, mais qu'il n'y a pas dans les quartiers résidentiels. C'est de ça dont vous parlez pour Ouaga? Oui. D'accord. OK. Donc, il y a aussi l'harmonie visuelle. D'accord. Oui. Sénamé, je vous ai entendu. Vous voulez dire oui, je voulais rebondir sur le Burkina pour dire que cette espèce de sous-style ou de style périphérique soudanais qui s'exprime au Burkina, c'est une sorte de survivance d'un esprit d'ouverture qu'on doit au régime du capitaine Sankara, puisqu'il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites à l'époque vraiment pour encourager une architecture du point de vue africain. Je pense par exemple à quelque chose qui s'appelle ADAWA, l'Association pour le développement d'une architecture et d'un urbanisme africain, qui a beaucoup profité de cet esprit d'ouverture pour quelques petites expérimentations à l'époque, à la fin des années 70 et au tout début des années 80 au Burkina et plus singulièrement à Ouaga. Et il y a encore des témoins de cette expérimentation que les jeunes architectes d'aujourd'hui devraient essayer dont les jeunes aujourd'hui devraient essayer de retrouver la trace, puisque eux disposent d'outils que nous n'avions pas à l'époque quand nous cherchions à rencontrer ces gens, puisque eux, ils ont Internet aujourd'hui. Je pense à Abdoulaye Deoko, qui a créé l'école d'architecture du Mali. Je pense au Camerounais Edouardine, qui, dans les années 90, avait lancé une revue très, très, très intéressante qui s'appelle Papyrus, dont seulement 4 numéros avaient paru, mais une espèce d'ovni sur l'esthétique, où des gens comme Achille Bembe, jeune, produisaient des tests sur l'esthétique et l'architecture. Une revue qu'il faudrait, les quatre numéros qu'il faudrait très urgemment, je pense, rééditer. C'est peut-être un chantier qui intéresserait Something We African Got. Mais en tout cas, ces aînés, ces témoins sont toujours là, ils sont assez ouverts. Et pour peu que vous vous en donnez les moyens, vous pouvez aller les rencontrer. Et ils vous raconteront, par exemple, cette petite chose qu'il y a eu qui s'appelait Adawa. Ou aussi Fabrizio Carola, qui fut mon maître et qui nous a quittés il y a quelques années, avait aussi collaboré. D'accord, parfait. C'est génial parce que vous faites toujours un lien vers l'école et je voulais arriver justement à la question de la formation. Comment est-ce qu'on forme les architectes en Afrique? Est-ce que toutes ces notions dont vous avez évoquées pour l'architecture durable notamment, est-ce qu'elles sont bien là? Alors là, nous sommes en présence de 3 architectes hommes, mais il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de femmes présentes aussi dans le domaine en Afrique, sur le territoire et à l'extérieur. Je pense à Mariam Kamara pour la plus connue au Niger. Je pense à Latifa Idriss au Ghana et d'autres qui vont m'excuser parce que là, je m'en souviens plus. Mais oui, la question de l'éducation, comment est-ce qu'elle est prise en compte alors, pour ce que vous connaissez, on est juste à côté, il faut savoir, de l'école d'architecture de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est l'immeuble d'à côté ici. Comment est-ce qu'elle est prise en compte et qu'est-ce qu'on enseigne aux futurs architectes, j'ai envie de dire en Côte d'Ivoire, parce que j'ai pas envie de généraliser encore, messieurs qui êtes là. Et c'est il y aura la même question pour vous dans votre zone. Préparez-vous. Alors, c'est une question un peu délicate, mais pour moi, l'enseignement en architecture aujourd'hui, c'est un petit peu comme l'urbanisme aujourd'hui dans les villes africaines. C'est quelque chose qu'il faut réinventer. Je pense qu'on ne peut plus apprendre l'architecture comme on l'apprenait dans les années 70, notamment à Paris ou ailleurs. Aujourd'hui, les problématiques dont on a parlé et qu'on a évoquées tout à l'heure nous obligent forcément à revoir également notre enseignement et notre vision et la façon de former nos architectes, avec une formation qui est nettement
plus ouverte sur le monde, plus ouverte sur les technologies qu'on a à disposition aujourd'hui, mais également plus ouverte sur des problématiques qui sont véritablement locales. On pense par exemple à l'exclusion démographique, on pense à la mobilité, on pense aussi à la durabilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et pour moi, il est quasiment impossible d'enseigner l'architecture sans toucher à ces sujets-là. Notamment, nous croyons véritablement que l'architecture, ce qui est à la base de l'architecture, c'est avant tout la sociologie. Et donc, pour véritablement réinventer ou inventer ou on va dire dispenser un savoir qui va nous permettre effectivement justement de pallier tous ces problèmes dont on a parlé tout à l'heure, il faut également s'inspirer de la sociologie locale pour pouvoir recréer une autre forme d'éducation. D'accord. Déjà, il y a un constat à propos de l'éducation, il y a un constat qu'il faut faire. Nous ne sommes pas suffisamment nombreux en Afrique. Il y a un vrai déficit d'architectes. Et malheureusement, c'est là où il y a le moins d'argent qu'on a le plus besoin d'architecture. Et c'est véritablement donc le cas de l'Afrique. Comme Issa vient de le dire, il faut repenser effectivement la formation donc des architectes. Un bon architecte, c'est un homme de culture et de compétences pluridisciplinaires. Bon ingénieur, surtout dans le contexte où nous vivons, bon sociologue, bon philosophe, économiste. On n'apprend pas assez aux architectes à savoir dépenser l'argent des autres. Et il faut effectivement qu'ils puissent embrasser tout cela. Et comment le former, c'est ce qui effectivement donc a suscité l'initiative que nous avions eue donc il y a quelques années pour créer donc l'école d'Abidjan, l'école d'architecture d'Abidjan. Qui est juste à côté, donc implantée dans l'enceinte de l'ordre des architectes. Et il me semble que cette année, ça va être donc la première promotion qui va sortir. Bon, bien sûr que c'est une école qui n'a que 5 ans de vie. Donc, c'est quelque chose de très embryonnaire. Mais nous avons l'ambition d'en faire une école d'excellence donc dans les années à venir, en formant des architectes qui soient des hommes de terrain, qui sachent déjà comment se monte une brique, comment se coule un béton, pour pouvoir mieux dessiner effectivement les bâtiments qui vont être construits avec ces matériaux-là et ces matériaux également nouveaux ou locaux, parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus se permettre d'importer tout azimut donc toutes les intrants donc au niveau donc des bâtiments. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour pouvoir construire effectivement donc avec des matériaux que nous trouvons donc localement. Ce sont des démarches effectivement qui doivent être introduites donc au sein donc des écoles africaines. D'accord. Merci. Sénamé, pour votre part, j'ai parlé d'ultramodernité dans le thème de cette rencontre ce soir, enfin de cet échange. L'éducation, comment est-ce qu'elle est conçue, l'architecture de votre côté à Lomé, ou pour tout ce que vous connaissez de votre expérience que vous avez vue? Je ne suis pas empêchée de faire Lomé contre Abidjan, enfin pas contre un match, une conversation comme ça, mais j'essaie d'en sortir, mais c'est pas évident parce qu'effectivement, ce sont les exemples que vous connaissez et qui sont les plus sûrs en tout cas. Alors, je peux difficilement parler de l'enseignement puisque je n'enseigne pas moi-même, même si j'habite à moins d'1 kilomètre de l'école d'architecture de Lomé. Je suis désolé si je vais être dur avec eux, mais en réalité, on juge un arbre à ses fruits et cette école n'a pas produit un seul architecte connu en je ne sais combien de dizaines d'années qu'elle existe. Pourtant, elle forme encore une fois la majorité des architectes du continent et il semblerait que ce soit dû au fait que l'école est figée dans le temps, gérée par des administratifs, alors qu'une école d'architecture devrait être un lieu de l'insolence, de la remise en cause, des dogmes, etc.
Alors que là, en fait, ce qui est mis en place, c'est une sorte de système d'hiérarchisation très strict où on respecte, enfin, ils ont essayé de recycler de façon maladroite ce qu'on appelle le système des classes. Prenons l'exemple des systèmes des classes chez les Bambara avec les Ndomo, les Koro, etc. Et donc, les classes subalternes ne peuvent pas critiquer les promotions anciennes, sont sous leur joug en quelque sorte, alors que la vraie réalité du système de classe et ce qui en fait un truc performant, c'est plutôt qu'on écoute ceux qui sont en dessous, on essaie de les tirer vers le haut. Donc, à mon avis, il faudrait que cette école ferme et que l'ensemble des pays qui envoient leurs étudiants récupèrent. Je suis content de voir que la Côte d'Ivoire fait ça, récupère leur capacité à former eux-mêmes des étudiants, ou alors que cette école fasse une révolution et qu'elle devienne l'outil qu'elle doit être, c'est-à-dire un outil, un lieu de la dispute, un lieu de l'émulation autour de l'architecture qui envoie, après un moment presque initiatique dans la vie de chacun des étudiants, chez eux, dans leur pays, développer ce qui serait un esprit africain d'une architecture plus ancrée et à la fois très, très, très tournée vers le futur. Et le problème, et là, peut-être que je vais sembler faire un mauvais discours de chef d'État français, c'est que justement, les Africains en général et les écoles d'architecture ne vivent pas assez dans le futur. Bon, ok. Allez-y. Alors, sur le sujet, j'aimerais quand même noter qu'il y a des exemples quand même qui étaient assez intéressants sur l'éducation d'architecture en Afrique, notamment en Afrique du Sud avec la GSA, Graduate School of Architecture de l'Université de Johannesburg, avec une dame qui s'appelle Leslie Loko, qui a fait beaucoup pour justement faire le pont entre tout ce dont on parle aujourd'hui, et à partir d'étudiants, effectivement, qui étaient dans des systèmes plutôt classiques en architecture, qui militent constamment pour justement réécrire l'éducation des architectes en Afrique, et qui vient récemment de se réinstaller au Ghana, parce qu'elle est d'origine ghanéenne. Et je pense que dans les années à venir, on risque de voir le paysage de l'éducation en architecture en Afrique de l'Ouest, fortement évoluer. L'idée, c'est quand même que si on produit un nouveau système d'éducation dans nos environnements, c'est qu'il puisse devenir un exemple pour les environnements même qui sont au-delà du continent. Justement parce que peut-être plus frais, moins liés à des habitudes et justement plus prêts à explorer véritablement de nouvelles solutions et de changer de paradigme. Bon, je vois que... J'aimerais ajouter que effectivement, une des solutions pourrait être réellement la multiplication des écoles d'architecture et de design. Ça peut être la bonne alternative. Notez aussi qu'aucun des architectes, enfin les 2-3 plus grands en vue du continent, n'enseignent dans les écoles d'architecture africaines, ce qui est un problème, parce que normalement, ces gens devraient être courus par ces écoles pour venir y délivrer des enseignants. Mais ce n'est pas seulement un problème des écoles. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas non plus de revues spécialisées, il n'y a pas de conférences. Et ce sont les revues, les conférences, les écoles, les lieux où se forge un esprit et où la discipline est régénérée. Donc, le problème, globalement, de mon point de vue, est un problème de sortir de quelque chose qui est encore une situation coloniale pour que réellement il y ait des outils spontanés qui se créent pour développer une architecture complètement émancipée et qui s'autorise vraiment toutes les audaces. Ok, formidable, merci. Donc, j'allais dire que le temps est vite passé, on va bientôt arriver aux questions du public, mais avant ça, peut-être que vous voyez déjà des images circuler. On a parlé beaucoup, on a été très critiques, on n'a pas encore abordé la politique, peut-être que ça va se faire dans les questions qui vont arriver, mais il y a quand même une espèce de fierté qu'on peut encore garder sur l'architecture à travers le continent. Ce sont ces immeubles modernistes, cette architecture moderniste. Donc, il y a ce fameux livre dont vous avez une copie, je crois, un très précieux livre, maintenant un grimoire qui s'appelle African Modernism, qui a été fait par Manuel Hertz,
suisse et qui montre toute la beauté des bâtiments africains. Et je suis toujours très fière quand tous les ans, 2 ans, il y a quelqu'un, c'est un espèce de marronnier de je sais pas quelle période, où vous avez tous les plus beaux bâtiments du monde qui sortent et je sais pas, on va dire sur 50 bâtiments, vous avez au moins un bon 16, nombre de 16 au moins en Afrique et dont au moins 3 en Côte d'Ivoire. Donc, je vais essayer d'en les montrer et puis vous allez m'en parler. Alors, les uns, je sais que Issa Diabaté, si vous voulez, en Côte d'Ivoire, fait une visite du plateau de tous ces immeubles-là. Mais là, je vais essayer de vous montrer. Ça marche pas. Alors, passer en mode vignette. Bon, OK. Alors, Benjamin, si vous voulez bien, on voit déjà un premier bâtiment. Là, c'est une église. C'est une cathédrale, pardon. C'est une cathédrale qui a été construite en 1982, achevée en 1982, il me semble, et qui est au plateau Saint-Paul. Oui, alors c'est un bâtiment effectivement qui date de la fin des années 80. C'est une cathédrale qui a une prouesse technique assez impressionnante, avec une grosse croix que l'on voit sur l'image là, qui est en tête du bâtiment, et 5 gros câbles qui sont connectés à 7 gros câbles qui sont connectés à 7 poutres, et ces poutres en fait portent en fait la dalle de la cathédrale. Et donc c'est une cathédrale qui a été dessinée par un architecte qui s'appelle Aldo Spirito, qui a construit 2 bâtiments d'inspiration similaire sur Abidjan. Et donc avec une forme qui est véritablement inédite. Aucun autre bâtiment à Abidjan n'a cette forme. Ce qui est intéressant de noter, effectivement, c'est que c'est un petit peu comme Guillaume décrivait tout à l'heure. Le plateau, en fait, le plateau qui est, on va dire, le centre d'Abidjan, le quartier des affaires, est divisé en plusieurs zones de pouvoir, et avec à sa tête justement la cathédrale, qui donne l'impression en fait de tirer tous les autres pouvoirs avec cette espèce de croix, voilà, une tête de proue qui tire en fait l'ensemble du quartier des affaires, avec tous les pouvoirs par derrière, pouvoir commerçant, économique, politique, législatif, exécutif, oui, voilà. Et effectivement, quand on regarde Abidjan de l'autre côté de la lagune, on va dire du côté de Cocody, pour ceux qui connaissent Abidjan, effectivement, cette lecture est assez claire. D'accord. Je peux passer à une image suivante. Bon, ça, c'est encore la cathédrale. Une autre vue de la cathédrale, ça. Une autre image, parce que j'en ai une meilleure. Voilà. Alors, ce bâtiment-là, qui est encore à Abidjan, c'est la BCEAO. Oui, ça, c'est le siège de la BCEAO. Okay. C'est un bâtiment qui date du milieu des années 80. Donc, plutôt une architecture relativement moderne. C'est une époque où on pense plus architecture de façon bioclimatique, contrairement à toute l'architecture qui s'est conçue entre les années, enfin depuis les années coloniales, depuis les années de la colonisation jusqu'à la fin des années 70. Il semble qu'à partir de la fin des années 70, on a perdu un peu cet intérêt pour les solutions passives, et on est plutôt sur des solutions qui sont technologiques, avec des vitrages réfléchissants, même si on est en plein soleil, disons est ou ouest, on va par exemple, on ne va pas hésiter à dimensionner la climatisation en fonction. Donc, il y a une époque, en fait, on va dire des années 80 jusque peut-être au début des années 2000, où véritablement le souci d'être proche on va dire de l'économie d'énergie, de l'intelligence, de l'orientation du bâtiment, s'est perdu un petit peu. D'accord, très bien. Je vais demander à Benjamin, s'il vous plaît, s'il y a encore un autre pour quitter le plateau. Alors, le plateau à Abidjan est quand même spectaculaire. Hein, il faut. Une autre image, s'il vous plaît. Alors, celle-là enfin... Ça, c'est intéressant. Alors, si tu me revenais à la précédente, excusez-moi, Benjamin. Oui, voilà. Ça, c'est le bâtiment de la Caisse Stab, la caisse de stabilisation du prix des produits agricoles en Côte d'Ivoire. Il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un pays principalement agricole, dont la première ressource financière vient du cacao.
Et ce bâtiment, qui est une tour d'une vingtaine d'étages, est disposé véritablement à l'entrée du plateau et il est en quelque sorte porté par des pilotis, ce qui, quelque part, vous force ça force une forme d'allégeance, en fait, quand vous entrez dans le plateau et que vous regardez ce bâtiment. Voilà. C'est aussi le premier IGH et c'est un immeuble de grande hauteur. Et ce qui est intéressant aussi sur les façades de ce bâtiment, c'est qu'il y a un jeu de lamelles qui évite l'ensoleillement direct sur les façades vitrées. Donc, déjà, aujourd'hui, quand on fait des bâtiments de ce type, on va avoir recours à des systèmes un petit peu de double pot, justement, pour jouer ce même rôle. C'est l'un des bâtiments qui vieillit le mieux à Abidjan. Parce qu'effectivement, on peut se targuer d'avoir un plateau très impressionnant au niveau de l'architecture, la variété de l'architecture, mais je peux dire qu'il est très mal entretenu, malheureusement, et on a appelé à qui de droit pour y remédier. Alors, est-ce qu'on peut avancer les images, s'il vous plaît? On va quitter le plateau, avancer, s'il vous plaît, Benjamin. Bon, alors quand même, celui-là, c'est emblématique, c'est la fameuse pyramide à Abidjan, donc un exemple d'un immeuble incroyable en totale décrépitude au centre du plateau, comme si on avait un immeuble désaffecté en plein cœur de Paris ou de Londres, de New York, pour ceux qui connaissent. Oui, c'est un bâtiment en plus. C'est un bâtiment qui date il date de 73, qui était dont l'architecte est italien, du nom de Rinaldo Oliveri. Et c'est un bâtiment qui est vraiment emblématique du skyline abidjanais. Signal dans la ville. Oui, vrai signal dans la ville. C'est sur à l'époque, on avait encore des cartes postales du plateau. C'est le bâtiment qu'on voyait en premier. Et donc, avec cette structure vraiment brutaliste qui contraste avec tout le jeu de lamelles qu'il y a sur l'extérieur, qui, lui, vient en fait éviter l'ensoleillement direct sur les façades vitrées. Donc, sa forme est quand même assez emblématique et surtout sa position. En plus, c'est un bâtiment qui, d'un point de vue de l'histoire d'Abidjan, donc a été véritablement au cœur du centre des affaires. Et la plupart des Abidjanais qui ont plus de 50 ans pourront raconter des histoires vécues à l'intérieur de la pyramide. Ouais. Et est-ce qu'on se risque à se demander, à poser la question de pourquoi cet emblème du plateau reste dans cet état-là, amianté à l'abandon? C'est la triste histoire d'un dysfonctionnement. Voilà. Okay. Très bien, on va passer. Encore une image, on va passer aux questions. Une autre, c'est le plateau encore le plateau. Voilà, là, il y en a 3. Alors, je pense parler de l'image sous fond bleu. Sénalé, ça vous évoque quelque chose? Je crois qu'on est à Nairobi. Laquelle d'image? L'image sur fond bleu. L'espèce de je crois reconnaître le siège de... Oui. Non, ça me dit rien. Je suis plus inspiré par l'image qui est en haut à gauche. Alors, dites-nous. Oui. Ça me permet de parler de modernisme, puisque vous avez parlé de modernisme, pour dire que et il n'y a pas meilleur endroit que le Quai Branly pour rappeler ça, que le concept même de modernité, le concept même du design a été développé en Occident sur l'observation des objets africains et du canon africain, dont vous avez de très beaux exemples derrière vous. Et donc, il y a eu une génération de petits génies européens qui ont vu tout le potentiel que l'art, les formes africaines avaient de renouveler, de régénérer l'esthétique en Occident, de leur permettre de sortir d'une sorte d'académisme un peu figé. Et ils ont inventé tout ce que vous savez, l'utilitarisme, le fonctionnalisme, le machinisme, le futurisme, etc. Encore une fois, sur l'observation de ce qu'on appelle les arts africains. Et donc, en un sens, la révolution esthétique à partir de nos canons anciens a déjà été fait, plutôt bien fait par les avant-gardes européennes. Il n'y a pas en réalité beaucoup à faire à ce niveau-là. Là où il y a la carence, de mon point de vue, c'est dans l'éthique. Parce qu'en Afrique, le geste est unique pour l'éthique et l'esthétique. Mais les Occidentaux ont, entre guillemets, pillé
beaucoup de l'esthétique, mais l'éthique est passée par perte et profit parce que, notamment, ça n'intéressait pas le marché. Et donc, la vraie révolution à produire des architectes africains aujourd'hui, c'est de développer des formes qui, certes, remettent au goût du jour toute la pertinence abstraite, mécanique de nos formes anciennes, mais qui intègrent aussi et qui essaient de comprendre aussi quelle éthique cela prenait en charge. Et je gage que si on fait ce travail, on découvrirait que dans les formes anciennes africaines, il y a beaucoup de leçons qui pourraient servir par rapport aux problèmes que nous connaissons aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup. Alors, il nous reste combien de temps? 10 minutes, 20 minutes. Bon, alors, ce bâtiment-là, je pense qu'on va terminer là-dessus. Est-ce que vous le connaissez? C'est le plus moderne, c'est le plus récent de tous. Non, ça vous dit rien? Alors voilà. On va terminer là-dessus. Le Zeiss Moka. C'est le Zeiss Moka. Oui, ça c'est le Zeiss Moka, qui est une galerie d'art à Cape Town, un musée, pardon, oui, un musée à Cape Town, et un bâtiment très impressionnant d'un architecte britannique qui l'a travaillé dessus. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'en fait, c'est un ancien bâtiment industriel, une collection de silos, et l'architecte, en fait, a tout simplement excavé l'intérieur des silos pour recréer des espaces. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Excavé, ça veut dire... Ah oui, donc il a vidé. Oui, d'accord. Il a évidé, en fait, l'intérieur des silos pour recréer des espaces. C'est un très, très bel exemple donc, de transformation de bâtiments en architecture. Pour ma part, c'est l'une des plus belles œuvres donc, de ces 15 dernières années, véritablement, en termes d'innovation architecturale. Et en termes de, moi, maîtrise d'art, je peux dire qu'il est très, très bien tenu et que le contenu est aussi impressionnant que le contenant grâce à notamment Koyoko, que je salue, si elle nous regarde ou si elle nous regardera en streaming. Alors, on va passer aux questions. On a quelques questions. L'architecture traditionnelle prenait en compte la culture, la spiritualité, mode de vie des populations. Retrouve-t-on encore aujourd'hui une architecture, désolé, en Côte d'Ivoire qui considère ces points? Vous avez un avis, Sénamé, pour pas rester encore dans le bureau? Je répète la question. Non. Non, d'accord. Non, je ne connais pas très bien les architectures anciennes de cette ère géographique africaine qu'on appelle aujourd'hui la Côte d'Ivoire, certainement parce que ça a été un des lieux qui a été le plus bousculé par les accidents de l'histoire. Mais je devine aisément que les formes anciennes recyclent un certain nombre de concepts que vous retrouverez dans l'architecture d'Ogon au Mali, dans l'architecture Kassena au Burkina ou dans l'architecture des Tamberma au Nord Togo. Et moi, mon travail, justement, c'est d'essayer de prouver qu'il y a une sorte d'unité culturelle, un fond commun à toutes ces architectures, malgré leur apparente diversité. Messieurs. Alors, je vais peut-être faire un petit comparatif. Il y a quelques années, j'ai fait un voyage assez intéressant au Mali, donc avec le but principal d'aller dans le pays d'Ogon pour un petit peu le toucher du doigt, donc au-delà de tout ce que j'avais pu lire et entendre. Et ce qui m'a frappé en fait en traversant le Mali, c'est que on retrouve assez souvent des architectures qui sont millénaires, chose qu'on ne trouve pas beaucoup en Côte d'Ivoire. Si vous prenez le sud de la Côte d'Ivoire, les habitats, alors c'est les habitats certainement qui ont existé depuis longtemps, mais qui se sont renouvelés, et il y a très peu, en tout cas, de bâtiments qui ont traversé plusieurs siècles. Bon, notamment effectivement par l'histoire de la Côte d'Ivoire, par la façon dont elle est peuplée, par le nombre d'ethnies qui ne sont pas nécessairement homogènes. Donc, on ne retrouve pas nécessairement des architectures aussi présentes que celles qu'on retrouve au Mali. Donc, pour répondre un petit peu à la question,
À mon sens, ce n'est pas aussi fort en Côte d'Ivoire que ça peut l'être, par exemple, dans la partie la partie de l'Afrique dont parle Sénamé. Donc Mali, Burkina, Nord Togo, Nord Bénin, etc. Cameroun, oui. Très bien. Une autre question, pardon. Alors, je pense qu'on a évoqué ce point, mais on peut peut-être le reprendre. L'habitat de type de cour, au-delà de son caractère précaire, n'est-elle pas le reflet d'une vie communautaire à considérer dans la planification urbaine? Je pense que vous l'avez un peu évoqué. Est-ce que c'est tellement précaire que ça, l'habitat de cour? Pas du tout. Oui, voilà. Non, l'habitat de cour n'est pas si précaire que ça, parce qu'il existe depuis les années 40, donc c'est pas quelque chose de très précaire. Mais ce qui est intéressant, c'est véritablement son interprétation, disons sa réactualisation. Il faut effectivement réussir à réinterpréter donc cet habitat-là. Issa a parlé donc de quelques exemples donc au niveau de Cocody. Qui sont développés donc dans les années 70, mais c'était la particularité, c'était un habitat de cour, certes, mais monofamilial, donc d'une seule famille. Ce n'était pas effectivement une cour commune, comme on dit. Et je pense que tout le travail de recherche que nous sommes en train de mener actuellement va concourir à réinterpréter effectivement donc tout ce vocabulaire-là pour pouvoir effectivement donc lui donner de nouvelles lettres de faiblesse. C'est le travail que nous faisons notamment sur Assini, sur un certain nombre de constructions où on retrouve justement cet habitat de cour. Ce sont des cours familiales d'une seule famille, mais où chacun effectivement habite un espace qui le rend plus ou moins indépendant. Tout en développant effectivement des espaces partagés où la famille se retrouve. C'est une interprétation également donc, de ce qui se vit au Maroc donc, par rapport à l'habitat traditionnel. Mais tout cela va effectivement donc avec la création donc de nouvelles ambiances, avec de nouvelles matières, ou alors donc de redécouverte donc de matières existantes, mais que nous utilisons avec de nouvelles techniques de mise en œuvre, donc pour lui donner une nouvelle valeur donc architecturale. Il s'agit donc de matériaux traditionnels tels que le bambou, il s'agit donc de matériaux traditionnels tels que la terre. Nous renouons avec l'esthétique de ce qu'on appelait donc les carrossiments qui sont caractéristiques des maisons dans lesquelles nous avons grandi. Et ce sont des choses, des techniques et des savoir-faire locaux que nous recommençons donc à développer. D'accord, merci. Oui, pardon. Non, j'allais dire aussi que certains de nos projets de développement, même s'ils n'ont pas des aspects d'habitat de cour, sont de véritables habitats de cour. Je pense par exemple aux résidences Chocolat, où du fait de la densification, on a réussi à dégager 60% d'espace vert, dont une bonne partie en espace commun. Et ce qu'on remarque, c'est que les habitants de la cité se retrouvent sur cet espace commun et ont aussi un certain nombre de choses en partage, comme la gestion du bien à l'échelle de l'opération, notamment en termes d'énergie, en termes de maintenance, en termes de gardiennage. Donc, c'est vrai que ce n'est pas physiquement, ça ne ressemble pas à un habitat de cour dont on a l'habitude, mais philosophiquement, oui, il en conserve l'ADN. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des habitats de cour au Togo, Sénamé? Est-ce que c'est quelque chose que vous construisez aussi? Vous l'avez en tête quand vous avez des plans pour des constructions? Oui. C'est un style très fort si on peut parler de style, très fort à Lomé, parce que la caractéristique de Lomé, c'est aussi que ce n'est pas tout à fait une ville coloniale, c'est une ville indigène qui s'est développée petit à petit sur des petits noyaux villageois. Et donc, ce qu'on appelle l'habitat de cour, c'est un modèle qui permet en quelque sorte, dans une configuration urbaine, de patrimonialiser des façons de vivre qui sont
celle de sociétés traditionnelles. Et donc, notamment, cette idée de système d'obligations réciproques, etc., sont patrimonialisées au sein de structures de la sorte. Et une des leçons qu'on a tirées, par exemple, de la crise actuelle et du régime de la quarantaine, c'est justement la pertinence de ces formes-là, puisque quand la ville, entre guillemets, officielle, la ville des riches, la ville qui est intriquée fortement dans la grande cité internationale, approvisionnée depuis la Chine, etc., s'est retrouvée complètement bloquée, en crise, que les supermarchés ont fermé. C'est la trame ancienne de systèmes, plus de la proximité, de la solidarité de quartier, etc., qui a permis à certaines situations de pouvoir survivre. Et on a donc vu que ces systèmes sur le modèle de l'habitat de cour, en fait, offrent plus de potentiel de perpétuation de la vie dans la configuration de grandes villes bloquées. Et il me semble que c'est ça la grande leçon que les architectes devraient tirer de cette crise. Et c'est là où il faut investir, dans cette trame qui est aujourd'hui, parce que la ville des riches est en silence, cette trame qui est devenue plus visible, qui n'est plus recouverte par le bruit des voitures, etc., cette trame du petit marché de proximité, etc. C'est ça qu'il faut investir et auquel il faut donner les moyens, comme Guillaume Kofi le suggère, de passer à une sorte de modernité et d'actualité. Très bien, parfait. Alors, j'ai une question. Vous abordez la question, vous dites riche. Est-ce que une question, quelqu'un qui demande si ici, alors je ne sais pas, peut-être que s'il nous écoute encore, il peut préciser sa question, mais est-ce que vous avez suffisamment de budget pour réaliser vos projets? Ouais, il fallait que je la pose. Vraiment de budget pour réaliser vos projets. Donc bon, on rit, on pleure. Et c'est parce qu'on est moins d'Afrique qu'on n'a pas suffisamment. Est-ce que vous avez suffisamment de budget pour réaliser vos projets? Mais un projet est défini à la base par son budget. Donc, quel que soit le budget qu'on a, on doit pouvoir réaliser un projet avec. C'est un peu là. Oui, donc, oui, disons qu'il faut tout simplement quelque part mettre en harmonie ses ambitions et ses moyens. Après, bon, je pense que tout est possible. Moi, je dirais qu'on n'en a pas assez. Franchement. Tout simplement parce que je parlais tout à l'heure de notre mutation métier. L'architecte en Afrique, l'architecture en Afrique ne peut pas, le métier d'architecte ne peut pas s'exercer comme on le fait en Europe. On ne peut pas être dans son cabinet par rapport à son seul talent, attendre le bon vouloir donc d'un donneur d'ordre pour venir nous donner le projet. Non. Il faut aujourd'hui que les architectes eux-mêmes créent leur propre emploi, soient à l'initiative de projets. Qui mieux que l'architecte peut dessiner la ville et promouvoir donc des programmes immobiliers. C'est quelque chose d'important. Mais sauf que très souvent, nous sommes en but effectivement à des problématiques donc de financement de projets qui sont malheureusement très difficiles à surmonter. Pourquoi? Mais parce que tout simplement, les banquiers à qui nous nous adressons ont du mal déjà à comprendre même notre démarche. Très, très, très difficile d'avoir un dialogue à ce niveau-là. Bien sûr que donc, on ne finance pas l'immobilier pour le plus grand nombre, comme on finance des matières premières. Les matières, enfin, je ne suis pas banquier, hein, mais bon, je pense que c'est beaucoup plus facile, il y a moins de risques. Mais par contre, effectivement, quand on finance donc de l'immobilier, et surtout pour des populations pauvres, ça demande effectivement donc des ressources beaucoup plus longues. Ça demande également une forte implication de l'État. Et justement, le rôle de l'architecte aujourd'hui, c'est d'essayer d'être ce lien-là qui va pouvoir effectivement prendre langue avec l'État, avec les banquiers, avec les populations, pour qu'effectivement ces choses-là puissent se faire. Donc, la question du financement est une question donc primordiale. Nous avons initié il y a quelques années
à l'occasion donc d'Archibat, qui était le salon que nous avons mis en place, donc il y a maintenant un peu plus d'une dizaine d'années, nous avons initié une formation pour pouvoir ne serait-ce que partager avec les banquiers le même vocabulaire pour qu'ils comprennent mieux donc notre métier et notre démarche. Malheureusement, 8 ans après, c'est vraiment la politique des petits pas et nous n'avons pas encore résolu donc cet épineux problème donc de financement donc de l'architecture. Tu veux parler de l'exemple de Wedo, par exemple, l'intégration. Justement, donc là, nous travaillons sur une autre échelle de quartier, parce que là, nous intervenons sur 235 hectares pour donc la cité nouvelle de Wedo, dans la banlieue donc de Cotonou, donc près de Calavi. Et là, nous travaillons donc sur un quartier donc de 10 800 logements, mais qui est véritablement donc une ville nouvelle avec une mixité en termes de logement, une mixité fonctionnelle également, donc pour pouvoir avoir donc des équipements de proximité, du tertiaire également, et une diversité donc de type résidentiel. Mais pour pouvoir arriver effectivement donc à sortir donc cette cité nouvelle de terre, il a bien fallu avoir une très forte implication de l'État. Véritablement, qui elle que l'État qui a mobilisé, qui a mis à disposition le foncier, qui a pris en compte les VRD, donc les voiries, les réseaux divers, de sorte à ce que le locataire accédant ou l'acquéreur ne paye véritablement que le prix du logement qu'il va habiter et n'aurait pas à charge le foncier, les VRD, ce qui alourdirait considérablement donc le coût de la maison. Et depuis justement donc la période dont je parlais tout à l'heure de la vision d'Houphouët, c'est la première fois en Afrique occidentale qu'on renoue effectivement avec cette politique volontariste de production du logement pour le plus grand nombre. Ça donne l'État ici en Afrique, enfin en Côte d'Ivoire, pardon, qui L'État béninois. L'État béninois, Tout à fait. Ok. Ok, Sename, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? Vous voulez dire quelque chose? Sur le budget, sur la question si on a assez de budget, la première chose que je dirais sur le budget ou sur le financement, c'est qu'il y a là une des raisons de ce que tout ce dont on a parlé aujourd'hui ne prospère pas. Je parle de tous ces systèmes vernaculaires, de construction en terre, etc. Il faut savoir que les architectes sont payés en pourcentage sur le coût des travaux. Quand vous faites des travaux entièrement en béton, en ciment, des trucs industriels, vous avez des projets qui reviennent plus chers, donc les architectes sont mieux payés pour un investissement qui est, en termes de travail et de réflexion, qui est moindre parce que c'est des techniques qui sont vulgarisées, que tout le monde maîtrise. Mais quand vous faites de la terre, par exemple, normalement, vous livrez un ouvrage qui est relativement économique, donc vous êtes moins payé, mais vous travaillez plus parce qu'il s'agit de techniques qui ne sont pas maîtrisées par tout le monde. Vous avez du mal à trouver des artisans qui savent mettre en œuvre comme il faut, etc., etc. Donc, il faudrait qu'il y ait des mesures incitatives pour ces techniques-là, pour cette culture-là, ou du moins qu'il y ait des centres pour la vulgarisation et la recherche et le développement sur ces techniques et matériaux alternatifs. Maintenant, est-ce que nous, on a assez de budget? On est payé quand on fait du travail de la commande, mais pour tout ce qui est expérimentation, qui fait quand même 80% de notre engagement à l'Africaine d'architecture, tout est autofinancé. Je pense notamment au projet autour des smart cités, Contest à Lomé, Hub Cité, les WELAB, etc. C'est un projet qui nous coûte plusieurs milliers d'euros mensuels, sur lesquels on est depuis 10 ans quand même. Et on finance tout cela de notre poche. Et je vous ai expliqué tout à l'heure l'importance qu'il y a pour des architectes qui sont un peu audacieux de rencontrer
des personnes qui ont les ressources et qui leur donnent les moyens de déployer leur vision. Donc, il y a aussi cette carence-là de gens visionnaires et qui ont la culture qui pourraient venir accompagner nos envies à nous, les architectes. D'accord. Un grand merci. Je vais terminer rapidement, on est pris par le temps. Je vous remercie d'avoir participé depuis Lomé et ici depuis Abidjan à ces universités populaires pour la 6e session. Nous vous retrouvons le 2 juin pour aborder l'afroféminisme depuis le musée du Quai Branly. J'espère que la session vous a plu. Il y avait pas mal de questions encore, notamment une qui me plaisait bien sur la question du musée en Afrique. Comment est-ce qu'on design un musée? C'était quelque chose que, avec mes occupations, j'aurais aimé entendre, mais malheureusement, on n'a plus de temps. Donc, un grand merci et à très bientôt.